Bonjour, je m'appelle Elodie Brun, je suis professeure au Centre d'études internationales del Colegio de México. Le Colmex, comme on le connaît aussi, est une université publique mexicaine qui se dédie avant tout à la recherche en sciences sociales et en sciences humaines. Mon centre a été créé en 1960 et il s'agit d'un des premiers départements spécialisés en relations internationales de toute l'Amérique latine. Pour ma part, je suis spécialiste et j'étudie en particulier les relations sud-sud que les gouvernements latino-américains entretiennent avec l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Cet axe de recherche m'a amené à réfléchir à la politique étrangère des pays du Sud et à leur participation dans les organisations internationales. Mais il m'a aussi imposé tout un travail de définition sur les concepts de Sud et de Sud global et leurs usages en relations internationales. J'observe une mode académique et politique qui fait que les références aux termes de Sud global se sont multipliées depuis plusieurs années, sans qu'un détour par la littérature spécialisée ne soit toujours effectué. Et en ne prenant pas compte des travaux existants, le risque de plus en plus présent est de créer une confusion autour du terme qui le viderait de son sens et de sa pertinence analytique et politique. Le Sud global a d'abord été avancé par des universitaires dès les années 60 qui s'inscrivaient dans des perspectives critiques, souvent en dialogue avec les études littéraires. Depuis, les usages de Sud global se sont multipliés sans qu'il n'y ait toujours une certaine précision autour du sens que l'on accorde au concept. Pour les voix critiques qui existent toujours et qui se sont développées et en lien avec les approches postmodernes, postcoloniales et décoloniales, le Sud global renvoie à une vision critique justement du monde, régie par des pratiques colonialistes et un régime capitaliste dérégulé. Il s'agit, pour ces voix-là, de braquer les projecteurs sur les victimes du système dominant qui existe et de chercher des alternatives à leur situation d'oppression. La place de l'État est ambiguë dans ces recherches puisque celui-ci adopte le plus souvent des pratiques oppressantes contre les populations. Le territoire n'est pas non plus le facteur déterminant pour délimiter le Sud global. Ses collègues reprennent souvent l'expression selon laquelle il existe des Suds dans le Nord global et des Nords dans le Sud global. Mais ce qui est très important de retenir, c'est que pour eux, le Sud global contient une approche critique, une vision critique du monde. Pour d'autres auteurs, il est difficile d'éluder complètement les inégalités entre les États pour comprendre celles qui affectent les individus. Les États, pour ceux-ci, constituent un élément fondamental du Sud, y compris lorsqu'ils n'adoptent pas de posture critique, mais nourrissent le système existant. Donc, pour éviter des confusions, et afin de différencier ce que peut signifier le Sud ou le Sud global, plusieurs de ces auteurs proposent de ne pas utiliser l'adjectif global pour se référer aux États donc du Sud, dans l'esprit du rapport Brandt de 1980, qui est le rapport qui a promu à l'échelle globale l'idée d'une brèche nord-sud, notamment entre les États, comme une des principales problématiques pour comprendre le fonctionnement du monde. Mais ce n'est pas la seule proposition qui existe. Un groupe de recherche basé au Brésil a, lui, forgé l'idée d'un Sud géopolitique qui vise à souligner l'importance du facteur étatique pour comprendre les inégalités au niveau global et les asymétries qu'elles engendrent. En même temps, leur proposition est plus marquée par la dimension géographique. D'autres collègues encore proposent de pluraliser l'expression, Sud au pluriel, afin d'en souligner la diversité intrinsèque et d'éviter le piège de l'homogénéisation que peut sous-tendre, si on la comprend de manière simpliste, l'expression de Sud global. Donc on voit qu'il y a plusieurs propositions sur la table et un des débats
les plus importants ces dernières années, en plus de celui entre Sud global et Sud, est celui de définir ce que serait un État du Sud. Un État est souvent associé à sa dimension géographique et c'est cette dimension qui est largement reprise par les organisations internationales pour classifier les États, comme on le sait. Mais selon ce que j'ai pu parcourir des publications académiques, l'appartenance au Sud semble mieux comprise par les problématiques que partagent les membres de ce Sud. Et il y a deux consensus qui émergent dans la littérature. Ce sont des États qui ont subi une forme de domination politique au cours de leurs histoires. D'une part, ça peut être la colonie, le protectorat, des traités inégaux. Et d'autre part, ce sont des États dont les performances socio-économiques montrent un décalage en leur défaveur face aux pays du Nord. Il existe une troisième dimension, parfois évoquée, elle est plus subjective et elle fait encore l'objet de discussions. Pour certains et certaines, les pays du Sud partagent plusieurs valeurs, pour d'autres une identité commune. Mais dans le but d'expliciter l'agentivité de ces acteurs, le fait que ce soit des acteurs et non seulement des sujets des relations internationales, d'autres encore proposent de comprendre cette dimension subjective à partir des stratégies adoptées. Comment les représentants politiques définissent-ils leurs États et leur position internationale? Comment utilisent-ils l'étiquette de Sud ou de Sud global? Donc on voit qu'il existe plusieurs sens pour le Sud global et à mon avis, il est pertinent de différencier Sud global lorsque l'on veut adopter une perspective critique et Sud lorsque l'on veut étudier des acteurs plus communs comme les États. À un niveau plus personnel, je considère que les débats politiques sont à différencier des discussions académiques. Il existe forcément des ponts de dialogue, mais concernant le monde politique, les voix des acteurs dits du Sud global ne sont pas à assimiler avec celles du Nord global, puisque les enjeux autour de l'expression portent justement sur ce qui différencie les deux ensembles. Ceci étant dit, les défenseurs et les pourfendeurs du terme Sud global sont présents tout autant au Nord qu'au Sud. Ça, c'est important à prendre en compte. La reprise de l'expression Sud global et non uniquement Sud de la part des représentants politiques semble plutôt récente. Elle coïncide avec la multiplication des références académiques et un contexte international qui accentue les inégalités Nord-Sud, comme l'a bien rappelé la pandémie de Covid-19. De plus, l'invasion russe de l'Ukraine et la guerre de Gaza représentent deux événements internationaux majeurs qui alimentent la tendance à la division Nord-Sud entre les États. Il convient donc de garder cette complexité conceptuelle et politique en tête lorsque l'on se réfère au Sud global. Je ne pense pas que le Sud global comme concept soit inutile. Il s'agit de bien le définir en revanche et de savoir comment on veut s'en servir. À mon avis, il constitue un outil pertinent pour analyser des postures politiques critiques qui promeuvent une solidarité entre personnes qui partagent une situation similaire d'oppression et d'inégalité. D'ailleurs, il faut faire très attention avec les voix qui crient à l'inutilité du Sud global, en particulier celles qui proviennent d'Europe et des États-Unis, car derrière des arguments simplistes sur le caractère flou du Sud global se cachent souvent des objectifs politiques qui visent à disqualifier les actions des acteurs qui se revendiquent de ce Sud global. Et ici, je parle à des acteurs en général, en particulier les acteurs non gouvernementaux, les acteurs qui proviennent de la société civile. Je pense qu'il y a une infinité de termes pertinents pour parler des acteurs, des lieux, des trajectoires et des cultures du Sud global. C'est un peu le sujet à traiter qui devrait guider la sélection des concepts en fonction de leur définition possible et non les modes académiques et politiques, somme toute assez passagères lorsqu'on les prend en perspective de plus long terme. Ainsi, comme je l'ai déjà signalé auparavant, en tant qu'internationaliste, je préfère le concept de Sud
tout court pour étudier les politiques étrangères des États d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Asie et du Moyen-Orient. Encore une fois, si nous respectons la chronologie des concepts et donc de leur contexte d'apparition, l'origine coloniale du terme Sud global n'est pas certaine. En revanche, celle du terme de tiers-monde semble plus évidente. Mais le terme Sud global remonte, comme je l'ai déjà dit, aux années 60 et a avant tout été promu par des acteurs sociaux, des auteurs littéraires, des chercheurs critiques, tous qui partagent une certaine vision négative de la politique des États-Unis qu'ils qualifient d'impérialiste. Ces groupes d'intellectuels critiquent aussi fortement les inégalités inhérentes au modèle économique capitaliste. Donc on se rapproche ici plus d'une volonté de conscientiser les victimes d'un système pour qu'elles s'unissent et fassent porter leur voix pour améliorer leur sort. Ce qui est certain, néanmoins, c'est que ce sont surtout des porte-paroles du Nord global qui vont donner à connaître cet usage de Sud global. Et cela reste problématique qu'il n'y ait pas plus d'équilibre et que les acteurs et auteurs du Sud global ne soient pas plus valorisés dans le cadre de ces luttes politiques. Dans un contexte de mode du concept de Sud global, le risque d'instrumentalisation est en effet très élevé. Néanmoins, correctement mis en perspective et utilisé dans une logique d'inclusion, il devrait permettre de promouvoir des voix marginalisées. Ici, la responsabilité des acteurs du monde de l'art et de la culture est entière, ce qui prouve bien la dimension politique qu'implique l'usage du terme Sud global.